Donc Jacques Pouillot est maître de conférence à l'Université de Bordeaux en psychologie du travail et des organisations. Il est aussi chargé d'enseignement à l'Institut national d'études du travail et d'orientation professionnelle à Paris. Il s'intéresse donc à la façon dont les activités professionnelles de construction de projets, d'adaptation dans la carrière, de socialisation, de construction des intérêts, des valeurs et des compétences forgent les sujets, en particulier du côté vocationnel, et comment la relation dialogique de conseil permet de soutenir cette construction. Et donc aujourd'hui, il va nous parler des éléments à prendre en compte dans l'accompagnement des adolescents lors des transitions scolaires. Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup à Marc, Damien et Émilie pour cette invitation à participer à cette journée, à cette rencontre avec vous et à participer à vos débats. Alors, j'ai prévu de vous parler dans ma présentation d'une question un peu en essayant de la présenter de manière un peu pratique, en essayant de voir ensemble comment, d'un point de vue pratique, on peut essayer d'accompagner des jeunes dans un développement vocationnel à partir d'une question particulière que j'ai essayé de travailler dans une étude notamment que je vais vous présenter juste après, qui est la prise en compte de l'espace de vie étant compris comme l'articulation, la manière dont on articule, dont on régule différents engagements de soi dans différents environnements familial, professionnel, personnel, scolaire, et là ça va concerner plutôt les jeunes scolarisés. Alors je vais essayer de faire un lien aussi avec la question des approches orientantes ou de l'éducation, l'orientation. Voilà, donc je vais essayer de faire un lien quand même avec la question de l'approche orientante et de l'éducation à l'orientation, puisque c'était aussi le thème de vos rencontres. Du coup, la question que je viens de vous présenter, pour moi, elle a plusieurs aspects. À la fois, c'est une question de recherche un peu fondamentale, et puis une question de recherche, une question de pratique, de mise en place de pratique. Recherche fondamentale, dans la présentation qu'a fait Émilie, je crois, elle a pu vous dire que je m'intéressais au processus de conseil, enfin d'essayer d'analyser le processus de conseil, le processus d'entretien de conseil, vu sous l'angle d'une activité professionnelle. Donc comme je suis aussi en psychologie du travail, j'essaye de regarder comment cette relation de conseil, c'est une relation de travail, et donc d'utiliser des méthodes d'analyse du travail pour essayer de comprendre les ressorts du développement de la relation et du conseil et du développement de la personne. Et donc il y a une question de recherche qui concerne les processus psychologiques qui sont en jeu lors des situations de transition, et là, dans le cas qui nous intéresse, la question de l'investissement dans la scolarité, donc comment à la fois on se construit et comment cette construction de soi a un impact ou un lien avec les questions de motivation scolaire ou de réussite scolaire. Et puis une question pratique qui est donc celle de l'accompagnement, et donc comment on facilite cette construction de soi et cet investissement scolaire de manière conjointe. L'idée qui est sous-jacente de ça, que je vais essayer de montrer, c'est que c'est dans l'importance de cette régulation de soi dans ces différents contextes de vie que se joue peut-être un petit peu la manière dont on va s'investir, se motiver, s'engager dans un contexte particulier qui est le contexte scolaire ou le contexte professionnel si on parle des adultes. Alors là, si je reprends ça un petit peu sous une phrase, c'est pour comprendre des parcours d'investissement, et l'investissement et une mobilisation de soi, qu'il soit en entreprise ou scolaire, il faut prendre en compte la manière dont on donne du sens aux transitions que l'on vit, dans une perspective de construction de soi plus globale, qui est une construction de sens, une mise en œuvre d'une signification particulière de ces engagements dans différents contextes de vie. Et dans les situations de transition qu'on peut nommer psychosociales, ce sont des situations, par exemple le changement d'établissement scolaire ou le changement d'emploi ou le déménagement ou le mariage ou tout un tas de choses comme ça,
en tout cas des situations dans lesquelles l'environnement se transforme, mais en même temps que l'environnement se transforme, notre relation à l'environnement se transforme, nos rôles sociaux, personnels dans cet environnement se transforment, nos relations avec les autres se transforment, etc. Et donc, du coup, il y a un enjeu de construction de soi, il y a un enjeu de régulation de cet engagement dans ces différents contextes. Et c'est dans cet enjeu de régulation qui passe par le sens que l'on donne à ces activités, à ces engagements, que va se jouer peut-être la possibilité ou non de faire face plus ou moins bien à cette transition et donc de s'investir ou de s'engager de manière efficace dans un environnement qui est, encore une fois, l'environnement scolaire ici. Alors avant de présenter l'étude sur laquelle je voulais m'arrêter un petit peu, je voulais la situer aussi dans la dimension de l'approche orientante ou l'éducation à l'orientation. Alors si je reprends, alors en tout cas je me base sur ce que j'ai vécu en France, ou en tout cas ce que j'ai pu voir sur le côté français. Il y a au moins deux perspectives qui rentrent dans les perspectives développementales en orientation. Et la première qui est apparue plutôt dans les années 80, mais qui est plus ancienne dans le monde anglo-saxon, mais en France qui est apparue plutôt dans les années 80, qui est ce qu'on appelle l'éducation à l'orientation dans le système scolaire, ou bien par exemple les approches de l'ADVP, l'activation du développement vocationnel et personnel, que peut-être vous connaissez, qui est plutôt des approches québécoises. C'est la première, ça correspond à la première perspective développementale, et elle est basée sur l'idée de projet. Et moi, j'y mets la notion de boussole. L'image de la boussole est souvent reprise dans ces approches-là. Je reviendrai dessus, mais l'idée qu'il y a, c'est que l'éducation, l'approche éducative dans ce cadre-là, c'est une approche éducative qui vise à donner des ressources pour essayer de construire un projet. On retrouve dans ces... j'ai du mal à m'adapter. On retrouve dans, par exemple, les deux ouvrages que j'ai montrés précédemment, on retrouve par exemple des phrases comme ça: être acteur de sa vie, et en construisant un projet personnel qui prenne du sens et qui soit moteur de sa formation, il faut pour ça apprendre à s'orienter et donc développer des compétences pour s'informer, choisir, décider, s'adapter au changement, gérer l'incertitude, saisir les opportunités, etc. On peut en rajouter plein. Et dans l'éducation à l'orientation en France, on disait c'est un triptyque: connaissance de soi, connaissance des formations, connaissance du monde professionnel. Et si on fait ça et qu'on met ça ensemble, on développe des capacités à s'orienter. La deuxième perspective développementale, qui est plus récente, qui est apparue un petit peu après, et qu'on retrouve principalement pour moi dans les circulaires ou les documents officiels, notamment de l'Europe, après la mise en place du système LMD notamment, c'est celle de ce qu'on appelle des capacités ou des compétences à s'orienter. Et dans les écrits de l'Europe de valorisation des approches éducatives en orientation, on retrouve toujours cette notion-là de développer des compétences à s'orienter, au pluriel, capacités à s'orienter tout au long de la vie. Et ça se traduit, et pour moi, ça rentre dans une autre logique qui est un petit peu autre que celle du projet que j'ai mis, qui est celle du GPS. Je reviendrai dessus un petit peu après. Mais on retrouve par exemple des phrases comme ça qui sont favoriser l'acquisition de la capacité à s'orienter tout au long de la vie. Donc on voit ça au singulier. Et cette capacité à s'orienter, elle se décline dans tout un tas d'autres capacités qui sont nécessaires pour se familiariser à l'environnement économique des entreprises et des métiers, savoir s'auto-évaluer, se connaître soi-même, être capable de décrire les compétences acquises dans le cadre de l'éducation formelle et non formelle, connaître les systèmes d'éducation, de formation et de certification. C'est la même chose que la première démarche, mais focalisée sur une capacité à s'orienter qui serait plus générique. Alors, si je reprends un petit peu ces deux logiques, c'est pour ça que je les ai mis comme ça. Pour moi, il y a un peu, pas forcément une antinomie, j'ai mis EAO contre CAO, mais c'est pas que une antinomie, mais ça en est une quand même un petit peu, parce que c'est pas évident de combiner ces deux approches-là. On a d'un côté l'idée d'un projet, d'une boussole
qui sert à garder un cap, qui sert à garder une perspective, qui s'interroge sur où on va, mais finalement qui ne s'interroge pas tellement sur le chemin à prendre. Hein. Le chemin à prendre a peu d'importance. Ce qui compte, c'est le projet qu'on a fait, et puis c'est d'arriver à s'adapter, à s'ajuster et à avancer, mais quel que soit le trajet qu'on prend, qu'il soit long, qu'il soit court, peu importe. L'idée, c'est d'avoir un projet qui nous serve dans le présent pour pouvoir avancer et prendre des décisions sur le moment. Donc, ça rejoint à cette phrase-là. L'éducation et l'orientation préparent les jeunes à faire leurs choix en les aidant à dégager au maximum leurs potentialités. Donc, c'est des potentialités qu'on vise. Elles facilitent la hiérarchisation, la diversification des solutions possibles. De l'autre côté, la logique du GPS est un peu différente, puisque finalement, il faut déjà avoir une certitude sur là où on va. Il faut, pour pouvoir rentrer ça dans un logiciel, en gros, il faut avoir une certitude de là où on va. Donc la question de l'objectif à atteindre n'est pas posée. L'adresse finale, on la connaît. Alors, c'est l'emploi. Hein, dans toutes les circulaires européennes, l'orientation, enfin Jérôme en a parlé un petit peu, mais l'orientation est relié à l'insertion professionnelle. Donc l'objectif, il n'est pas discutable, c'est celui de l'emploi. Par contre, ce qu'on peut discuter, ce qu'on peut essayer de travailler avec les personnes, c'est le parcours. Et ce parcours, il vise à être le plus efficace possible, à prendre en compte le plus de données possibles, le plus d'écueils possibles, etc. Et à s'ajuster en temps réel, parce qu'il y a des bouchons, parce qu'il y a un environnement qui est fluide, qui est instable, etc. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une sorte d'outils de navigation en temps réel qui soit le plus efficace possible pour aller le plus rapidement possible à cet endroit-là qui est défini, non pas par l'individu, mais par la société. Donc c'est une logique qui est un tout petit peu différente, qu'on retrouve là-dedans. L'orientation doit contribuer à la responsabilisation des individus en leur permettant de gérer leur propre parcours professionnel de manière plus sécurisée. Dans le cadre du fonctionnement actuel du marché du travail, l'orientation constitue un moyen de mieux répondre aux besoins du marché du travail. Donc on a un peu deux logiques, une logique de développement de potentialité et d'aide à la prise de décision, et puis une logique d'adaptation et d'efficacité du parcours. Alors si je reprends ça pour essayer de combiner ces deux approches-là, ce qu'on pourrait proposer, c'est de voir un peu l'ensemble de ces approches-là éducatives comme avec un objectif de développer une capacité de l'individu qui serait à construire ce que j'appelle une représentation de soi opérative, c'est-à-dire une représentation de soi qui est modelée de telle manière à pouvoir agir, c'est-à-dire qui n'est pas forcément la plus réaliste possible, mais qui est utile à l'action, une représentation de soi utile à l'action dans le moment où l'on est, donc qui sert à agir dans un contexte donné et qui sert à se définir en termes identitaires, donc par rapport à soi et par rapport à autrui. Cette capacité à s'orienter, finalement, elle fait intervenir tout un tas de compétences à s'orienter qui sont classiques, hein, que j'ai pu lister ici quelques-unes, mais c'est des dimensions classiques des approches en orientation et qui ont été étudiées de manière très très importante dans l'histoire de l'orientation. Mais du coup, on a une sorte de schéma de qu'est-ce qu'on peut faire, enfin, d'une perspective de l'individu que l'on peut essayer d'accompagner, à la fois dans une perspective d'aide au choix et puis dans une perspective d'aide à l'adaptation. Alors, je vais essayer d'illustrer ce schéma-là à travers l'étude dont je vous parle, qui s'intéresse donc à une population particulière, donc une situation de transition avec des jeunes scolarisés, et pour essayer de voir comment, finalement, dans cette situation de transition, eh bien, on peut s'intéresser à cette capacité à construire peut-être une image de soi opérative. Donc cette étude concerne donc en France des collégiens de 3e, la fin du cycle scolaire du collège. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui fonctionne pareil ici, mais que vous connaissez, mais bon, c'est des jeunes de 15 ans, 14, 15, 16 ans, quoi, on va dire. Et donc, ils terminent un cycle pour passer dans un cycle qui va le mener au baccalauréat, et un cycle qui peut être soit professionnel, professionnalisant, avec l'apprentissage d'un métier, soit
un cycle général qui mène à un bac pour aller après à l'université, etc. Et donc, dans ce qui m'intéresse, c'est de voir dans ce passage-là, qu'il y a un passage entre donc, 14, 15, 16, 17, 18 ans, donc un passage de transformation identitaire, physique, identitaire de l'adolescence, etc., mais aussi de transformation, enfin de transition psychosociale, parce qu'on change de milieu scolaire, on change d'amis, on change de relations, on change d'environnement physique, parce qu'on déménage, etc., etc. Et donc, c'est une situation de transformation dans laquelle on a à s'ajuster, on a à réguler cet engagement de soi, notamment scolaire, mais aussi l'engagement de soi dans différents contextes. Et donc, on a essayé de mesurer de manière longitudinale, dans cette transition, 2 éléments. Un élément qui correspond à cette représentation opérative de soi engagée dans différents contextes de vie, et puis un élément d'investissement scolaire qu'il a fait à travers une mesure de la motivation, et puis une analyse des bulletins scolaires, enfin des résultats académiques. Alors, concernant cette capacité opérative ou représentation opérative, on utilise un outil qui s'appelle l'inventaire du système des activités, qui est basé sur un modèle que je vais vous présenter rapidement, qui s'appelle le modèle du système des activités, qui est un modèle qui est issu de la psychologie du développement, enfin la psychologie sociale du développement, et qui a été repris aussi en psychologie du travail. Alors c'est un modèle qui essaye de conceptualiser la manière dont justement un individu conçoit dans son esprit, on va dire, ses engagements dans différents contextes de vie et puis régule cette possibilité d'agir dans différents contextes de vie. Donc ce modèle postule que toutes les activités d'un individu peuvent se découper dans des sphères de vie, dans des sphères d'activité qui peuvent être distinctes. Donc la sphère professionnelle, la sphère familiale, la sphère personnelle et puis la sphère sociale. Donc toutes ces sphères-là sont à peu près comment dire, simples à se représenter. La sphère personnelle, c'est peut-être moins clair, c'est toutes les activités que l'on fait pour soi, pour se faire plaisir à soi, lire un livre par exemple, regarder la télévision, aller voir un film tout seul ou des choses comme ça, c'est des activités de plaisir personnel, on va dire. Donc tout ce qu'on fait dans l'existence peut finalement se classer dans notre esprit. Là aujourd'hui, c'est une activité professionnelle que je suis en train de faire. Dans mon esprit, ça n'a pas de doute que c'est une activité professionnelle. Voilà, donc c'est comme ça. Le temps que je passe ici, c'est un budget temps qui est alloué pour moi à la sphère professionnelle. Bon, et c'est comme ça. Et donc, l'idée de ce modèle, c'est que, étant donné que nos engagements sont contraints aussi en termes de temps, attendez, je passe rapidement les animations, sont contraints en termes de temps, eh bien, il y a une nécessité de la part des individus de réguler ces choses-là. Alors, il y a 2 niveaux de régulation. Il y a un niveau à l'intérieur de chacune des sphères, et puis il y a un niveau entre les sphères. C'est ce qui est représenté par les flèches, ces flèches-là, et puis ces flèches-là. Qu'est-ce que c'est cette régulation? Alors, à l'intérieur d'une sphère, c'est que, par exemple, 2 activités qui appartiennent à la même catégorie, 2 activités familiales, par exemple, peuvent, dans mon esprit, entretenir des liens de ressources, c'est-à-dire que le fait d'en faire une m'aide à en faire une autre, ou un avantage pour en faire une autre. Si je fais la cuisine, et que faire la cuisine et m'occuper de mes enfants, peut-être que dans mon esprit, quand je fais la cuisine, en même temps que je fais la cuisine, c'est une ressource pour m'occuper de mes enfants, parce que je les fais participer, ou je ne sais pas trop quoi. Bon, mais ces mêmes 2 activités, chez un autre individu, peuvent être conceptualisées, peuvent être régulées comme des contraintes. Le temps que je passe à faire la cuisine, eh bien, quand je fais la cuisine, je suis en train de me dire en permanence, qu'est-ce que je fais là? Je perds mon temps, je ferais mieux de m'occuper de mes enfants. Ça serait un peu quelque chose comme ça. Bon. Donc il y a une forme de régulation, et puis deux activités peuvent ne pas du tout entretenir de relation entre elles. Mais en tout cas, on construit une sorte de sens, vous voyez, on construit une signification à nos engagements, et cette signification, elle a un impact sur aussi le sentiment de bien-être qu'on peut avoir dans l'existence, parce qu'on peut être dans une sorte d'insatisfaction permanente dans nos activités ou dans nos engagements, parce qu'on peut avoir le sentiment de perdre son temps en permanence au travail, par exemple, et d'avoir beaucoup d'autres choses à faire qu'on ne peut pas faire. Voilà. Ou inversement,
réguler ça de manière tout à fait positive et puis voir tout un tas de liens positifs entre les activités de telle manière à ce qu'on construit une sorte de cohérence à son existence, un équilibre, quelque chose comme ça. Et donc ces liens de ressources ou de contraintes, ils existent à l'intérieur d'une même sphère et puis ils existent aussi entre les sphères elles-mêmes. Une activité familiale, par exemple, peut être perçue comme quelque chose qui m'empêche de faire quelque chose professionnellement ou inversement, etc. Et donc cette régulation-là, elle se fait dans ce que les auteurs appellent le modèle de vie, qui est l'instance de régulation au niveau des sphères les unes par rapport aux autres. Et ça, c'est lié aux valeurs, par exemple. C'est si je m'investis plus dans ma scolarité ou si je m'investis plus au travail, d'une certaine manière, c'est une organisation du modèle de vie qui indique des choix d'engagement et des choix de régulation et qui indique des liens de ressources que l'on crée entre les activités. Donc, l'inventaire du système des activités qu'on a utilisé, il sert à mesurer cette organisation-là. Et on l'a utilisé donc, chez les élèves de collège pour voir comment... alors, ce n'était pas la sphère professionnelle, c'était la sphère scolaire, du coup, mais comment cette régulation-là, ce modèle de vie, ce modèle d'action, ce qui est la régulation à l'intérieur de chaque sphère, comment ça participe de la compréhension de l'investissement scolaire. Alors, juste pour vous donner un exemple, cet inventaire, cet outil qu'on utilise, il s'appelle l'inventaire du système des activités. Là, c'est une version informatisée qu'on a utilisée. Initialement, c'est des entretiens dans lesquels on demande aux personnes de classer des cartons sur lesquels il y a marqué des activités qui sont ce qu'on appelle des activités buts. Et c'est dans le classement de ces cartons-là, dans la manière dont la personne classe ces cartons. Je vous dis ça parce que dans les approches orientantes, on utilise beaucoup ça. On utilise beaucoup des outils comme ça, le classement de cartes ou des choses comme ça qui indiquent, et dans la manière dont on classe des cartes, ça indique finalement quelque chose soit des valeurs, soit de l'organisation de l'individu. Donc là, c'est le cas. Alors dans cette version informatisée, vous voyez, dans la sphère familiale, on propose des activités, on demande de classer ça en différentes catégories. C'est pas très important, important, très important, pas concerné. Et donc il y a toute une série d'exercices comme ça, successifs, qui utilisent à chaque fois les réponses de l'individu dans les exercices suivants et qui permettent finalement à la fin d'avoir une sorte de stratégie de classement des individus qui est une illustration de la manière dont il régule son système des activités. Une autre question, par exemple, qui illustre la façon dont on étudie les liens de ressources ou de contraintes entre les sphères, on met à la personne une activité, enfin un objectif qu'il a choisi comme étant prioritaire, par exemple dans la sphère familiale, par exemple ici améliorer le confort de mon logement, et puis on va lui demander, en utilisant toutes les autres activités qu'il a jugées comme étant importantes ou très importantes, de les classer en 3 tas, selon qu'elles constituent soit des aides pour réaliser cet objectif familial, soit des obstacles pour réaliser cet objectif familial, soit rien du tout, soit sans rapport. Et selon la manière dont on remplit ces cases-là, finalement, on a accès à comment chacune des sphères peut être une ressource pour l'atteinte d'objectifs dans une autre sphère. Voilà, c'est juste pour vous illustrer un peu la manière dont ça fonctionne. Alors, ça, c'est pour l'image opérative de soi, la mesure de cette image opérative de soi. Et puis, pour le versant efficacité scolaire ou engagement scolaire, on a une mesure de la motivation, donc qui est mesurée en 3 dimensions, 3 sous-dimensions. La perspective temporelle, le fait qu'arriver à se projeter dans l'avenir, le besoin de réussite et puis le sentiment de contrôle. Donc, d'un point de vue de l'étude en elle-même, comment ça s'est passé? Donc on a une cohorte en 3e, donc des élèves de 15 ans, quoi, en gros. Donc 250 élèves de 15 ans qui passent l'inventaire du système des activités et puis l'évaluation de la formation, enfin de la motivation à la formation. Ensuite, l'année d'après, on refait la même chose puisque certains sont passés à l'étape suivante. Donc là, sur ma cohorte initiale, il y avait la moitié, 131, qui appartenait à la cohorte de 3e. Et puis, donc, il y a 216 élèves qui ont passé l'ISA et le QMF, dont 131 pour la 2e fois. Voilà. Et puis ensuite,
l'année d'après, pour ceux qui sont passés dans l'année suivante, donc soit en filière professionnelle, soit en filière générale. On a 36 élèves qui appartenaient à cette cohorte-là, et sur ces 36 élèves, on en choisit 10 pour faire des entretiens qualitatifs, pour essayer d'explorer la manière dont ils ont vécu la transition. Alors, du coup, ce qui nous intéresse à travers la transformation de l'image opérative, c'est ça, c'est dans les transitions, l'évolution de régulation du système des activités. Ça illustre des stratégies de personnalisation, donc des manières de finalement faire face au changement de rôle, au changement identitaire. Et c'est ce qui permet de reconstruire une image de soi-même qui est valorisée dans le futur, c'est-à-dire dans une perspective de projet, et qui lui permet de s'engager dans des actions de régulation dans le moment. Alors en termes de résultats, on a deux types d'analyses qu'on fait. Une analyse statistique qui vise à dégager des profils d'étudiants de manière longitudinale, et puis ces entretiens qualitatifs qui amènent à avoir une étude de cas avec plus de détails sur le vécu de ces élèves en situation de transition. Alors d'un point de vue des résultats plus sous l'angle de profil, on peut distinguer deux profils distincts. Alors, il y a quelque chose qui est commun à tous les étudiants, enfin à tous les élèves, c'est les projets des domaines de vie familiaux et professionnels sont toujours plus valorisés que les autres. D'accord ? Donc les sociales et personnelles arrivent toujours en deuxième ou troisième par rapport à familial et professionnel. Et les relations d'échange dans le système, entre les sphères, sont plus souvent vues comme des contraintes, comme des ressources que des contraintes. Pardon. Ensuite, il y a des éléments qui distinguent ces deux profils. Alors, il y a un profil 1 que l'on retrouve à la fois en troisième et en seconde, et puis un profil 2 que l'on retrouve aussi à la fois en troisième et en seconde. Ce qui distingue les deux, c'est, vous voyez, dans le profil 1, il y a une plus faible valorisation du domaine social, donc après la valorisation professionnelle et familiale, il y a quelque chose qui distingue les deux profils sur la sphère sociale. Il y a des profils qui valorisent plus le domaine social et d'autres qui le valorisent moins, donc plus c'est le profil 2 et moins c'est le profil 1. Et dans ces profils-là, le profil 1, il y a plus d'échanges qui sont perçus entre les domaines et un cloisonnement plus faible. Et ce profil-là, ça correspond aux élèves qui sont par ailleurs les plus faibles et les moins motivés, et c'est plutôt des garçons ici. De l'autre côté, on a un peu l'inverse, plus de contraintes perçues, un cloisonnement du système plus fort, moins d'échanges perçus entre les domaines, et ça correspond plus à des bons élèves, plus motivés, et c'est plutôt les filles qui sont concernées par ce profil-là. Après, on a deux caractéristiques des profils de seconde, puisque c'est des profils qui concernent soit des élèves qui sont en seconde professionnelle ou en seconde générale, et on voit que ceux qui sont en seconde professionnelle, dans ce profil-là, eh ben, ils ont une plus forte valorisation que les autres du domaine professionnel, et ceux qui sont en seconde générale, ils ont une plus faible valorisation du monde professionnel, ce qui paraît à peu près logique. Donc ensuite, on regarde de manière longitudinale des sortes d'études de cas de développement. Et ce qu'on observe, c'est donc des élèves qui finalement soit gardent le même profil d'une année sur l'autre, donc ils vivent la transition sous l'angle de la continuité. C'est ceux qui sont en profil 1 et profil 1 ici, et profil 2 et profil 2 ici. Donc finalement, ils vivent ça. Il n'y a pas de restructuration majeure du système des activités ou de cette image opérative de soi, ok, et d'autres qui vivent ça sous le sens de la rupture. Donc les entretiens qu'on a réalisés, c'est des entretiens qu'on a réalisés en essayant de regarder comment ces profils de rupture ou de continuité s'exprimaient sous l'angle de ce qu'on appelle des formes. Alors là, c'est les formes identitaires subjectives, mais ça correspond aussi à l'organisation du système des activités, c'est-à-dire comment, dans le discours, on a une trace de la manière dont les sphères entre elles
entretiennent des liens de ressources ou de contraintes. C'est-à-dire comment une sphère est perçue comme étant une ressource pour l'investissement dans une autre sphère, etc. Mais là, pas du point de vue quantitatif, du point de vue qualitatif au niveau du discours. Et donc, on va distinguer des sources, des discours qui concernent la réalisation de soi, c'est-à-dire les activités qui permettent de se penser de manière valorisée dans ces activités. J'aime j'aime les maths, enfin des choses comme ça. Les ressources de valorisation de soi qui sont dans ces sphères-là. Et puis, dans ces ressources de valorisation de soi, on distingue la manière dont autrui est un élément de valorisation dans la sphère. Donc, on essaye de distinguer tout ça pour essayer de voir qu'est-ce qui fait que on arrive à ces différents profils. Alors, on a donc, c'est le même schéma que tout à l'heure, avec les mêmes cas. Et si on regarde donc ce qui se passe, quels sont les facteurs, on va dire, narratifs qui permettent de faire une distinction entre des élèves qui sont investis scolairement et des élèves qui sont désinvestis scolairement, ce qui est modifié dans le discours, c'est la manière dont la sphère scolaire la sphère scolaire est alimentée par les autres sphères ou en interne par des ressources de valorisation. Comment, par exemple, la sphère familiale participe de la valorisation de soi dans la sphère scolaire. Comment la sphère amicale participe de la valorisation de soi dans la sphère scolaire. Donc comment l'engagement scolaire finalement est soutenu par une signification de valorisation qui vient de l'extérieur, qui vient de la famille, des amis, de ses activités de loisirs, etc. Et donc on a des élèves qui ont beaucoup de valorisation extérieure ou interne, même scolaire, parce que dans la sphère scolaire aussi il y a de la valorisation. Et puis il y en a deux qui ont peu de ressources de valorisation. Et là on voit qu'il y a une distinction qui se fait dans l'investissement scolaire final. Ensuite, on a sur la manière dont on vit la transition, sous l'angle de la rupture ou de la continuité, le facteur qui apparaît comme un facteur déterminant de ce vécu sous l'angle de la transition, rupture ou continuité, c'est le cloisonnement du système, c'est-à-dire le fait de considérer les sphères séparées les unes des autres ou alors très en lien. Quand on a un cloisonnement finalement des sphères, on vit la transition plutôt sous l'angle de la continuité, ce qui paraît logique, et quand on perçoit beaucoup d'échanges entre les sphères, on vit la transition plutôt sous l'angle de la rupture, ce qui est normal puisque du coup, comme les contextes changent, du coup, on peut penser qu'il y a plus de malléabilité dans le système et donc on est plus à même à se transformer. On voit bien aussi que cette ligne de rupture ou de continuité, elle n'est pas liée à la réussite ou à l'investissement scolaire. On peut être dans une ligne de rupture et s'investir, et on peut être dans une ligne de continuité et s'investir ou se désinvestir de la même manière. Alors, pour terminer, d'un point de vue pratique, donc, du coup, dans l'entretien, dans l'accompagnement collectif, dans les dispositifs qu'on peut mettre en place, qui peuvent être des dispositifs d'éducation à l'orientation, cette perspective-là amènerait à penser que si on veut développer cette capacité opérative à s'orienter, qui est donc cette représentation de soi articulée des différentes sphères de vie, qui permet d'agir dans le moment de manière valorisée, eh ben l'enjeu serait d'explorer les espaces de vie de manière systémique, et pas de manière séparée, d'essayer d'explorer avec le jeune comment les sphères sont en interrelation entre elles ou pas en interrelation, mais comment finalement elles existent pour l'individu en un tout, en un système, et puis permettre de construire ou de reconstruire des ressources, c'est-à-dire des significations internes et externes pour la sphère de vie concernée par la problématique d'orientation. Si j'ai un problème scolaire, ben en fait, je réfléchis sur comment cette sphère scolaire peut être alimentée par des significations de valorisation. Si j'ai un problème familial, je réfléchis comment ce problème familial peut être alimenté par
les ressources à l'extérieur. Et du coup, je termine là-dessus sans le présenter, mais du coup, cette logique-là, c'est une logique que l'on met en place dans les dialogues de conseil en live design qu'on développe avec Jean Guichard notamment, et puis Valérie Skoenscali qui interviendra par la suite, et qui sont des modalités d'entretien dans lesquelles on essaye de faire ce travail-là d'exploration du système de vie, enfin je ne vais pas le redire, mais d'exploration du système de vie et dégager des ressources d'articulation de ce système en fonction d'une problématique que l'on a élaborée au départ dans une alliance de travail avec les personnes. Voilà. J'ai terminé, je vous remercie de votre écoute. Merci donc pour cette intervention plus centrée sur l'individu et la façon dont il peut gérer les ressources dont il dispose dans son système, dans des systèmes plus ou moins proches dans sa vie. J'avais une question peut-être de compréhension. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris sur les résultats par rapport à la façon dont sont perçues les contraintes dans les systèmes et la motivation. J'étais assez étonnée de voir que quand on a une... Enfin, c'est ce que j'ai compris, mais je me trompe peut-être. On a une meilleure conscience des contraintes. On est peut-être plus motivé entre les systèmes. C'était les contraintes entre les systèmes, ou est-ce que tu pourrais donner quelques précisions dessus ? Alors, en fait, c'est la question des contraintes et des ressources, c'est évalué en termes de volume. C'est des volumes de contraintes et de ressources. C'est-à-dire, on rentre pas, enfin, dans l'inventaire, on rentre pas dans le détail de quelles sont ces contraintes ou quelles sont ces ressources. Mais donc ce volume, il est quand on dit quand dans les résultats on dit dans les profils, on compare les deux profils entre eux en disant il y en a qui perçoivent plus de ressources, plus les relations sous l'angle des ressources ou des contraintes. En fait, c'est sur un seuil qui est faible. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on perçoit beaucoup de ressources ou beaucoup de contraintes. Ça veut dire qu'entre les deux profils, ce profil-là perçoit moins sous l'angle des contraintes que l'autre. Voilà. Mais donc, c'est pas le lien avec la motivation. Enfin, il ne faut pas se dire on perçoit des contraintes et donc tout le système est cloisonné ou est imprégné de contraintes. Là, on distingue simplement des profils en disant dans ce profil-là, on voit une différence sur la perception des contraintes et ce profil-là, il perçoit moins de contraintes ou plus de contraintes. Voilà. Et donc, ça peut avoir un lien avec la motivation. Je ne sais pas si c'est... Il n'y a pas forcément de lien de causalité entre motivation. Non, c'est des descriptions. Là, moi, je n'ai pas mesuré la causalité. Hein. C'est des descriptions. C'est des descriptions des variables. Qui varient ensemble, qui covarient ensemble, mais il n'y a pas de liaison de causalité entre les deux. C'est simplement un descriptif, un constat des profils. Les personnes qui sont dans cette catégorie-là, ils sont comme ça. Voilà. Après, on peut essayer d'imaginer des causalités, mais là, moi, je ne le fais pas. Et je ne pense pas qu'il y ait de causalité directe entre... voilà. Je pense qu'il faut regarder les études de cas pour ça, voilà, pour voir un peu les causalités. Et tu as des exemples, peut-être alors, par exemple, il y a une des études de cas là qui est présentée. C'est une jeune qui, alors il faudrait que je me souvienne dans le détail, mais c'est une jeune qui, du passage en troisième à la seconde et puis après à la première, était en conflit avec ses parents, était en conflit très fort avec ses parents. En troisième notamment, parce qu'elle ne voulait pas passer en lycée professionnel. Ses parents voulaient qu'elle passe en lycée général, et donc il y avait un conflit familial très fort autour de ça. Et ça se combinait avec une volonté d'épanouissement en tant qu'adulte, hein, parce qu'elle avait un petit ami, et elle avait des projets de vouloir travailler quand même rapidement pour pouvoir s'installer avec son petit ami, etc. Donc ça se combinait avec tout ça. Et en fait, au moment de la seconde, elle a utilisé, par exemple, le fait de passer le permis de conduire
pour négocier avec ses parents, enfin négocier entre guillemets, pour négocier avec ses parents une sorte de nouvelle place identitaire, plus en tant qu'adulte. C'est-à-dire que finalement, cette passation du permis de conduire a joué comme une sorte de déclencheur d'une nouvelle représentation des parents vis-à-vis de cette jeune, comme étant capable finalement d'être plus dans une posture d'adulte qu'avant, plus qu'en troisième. Et donc du coup, ça a déclenché le fait que dans son lycée professionnel, elle soit vue par ses parents comme, elle soit acceptée comme lycéenne professionnelle par ses parents d'une certaine manière, ce qui l'a amené à s'engager, enfin à se motiver, à s'engager dans le lycée professionnel, alors qu'elle n'était pas dans le lycée professionnel qu'elle voulait. Et elle était, voilà. Donc du coup, on voit bien que là, qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une sphère extérieure, familiale, qui se transforme et qui joue comme, qui devient une ressource pour l'investissement dans la sphère scolaire, voilà, et qui est une ressource de développement aussi. Je ne sais pas si ça. Il y a peut-être d'autres questions. J'ai une question. Mais donc on voit bien, je pense, de la présentation qu'on a différents profils d'étudiants, donc enfin d'élèves. Et donc, la question que je me pose peut-être, c'est est-ce que tu aurais des pistes ou des exemples qui permettraient de gérer en fait une forme d'hétérogénéité des profils. Finalement, quand on se retrouve devant ces élèves qui doivent faire un choix à un moment donné, on sait voilà, qu'ils n'ont pas les mêmes vies et pas les mêmes objectifs. Comment, peut-être à plus large échelle, on peut essayer de gérer cette hétérogénéité de choix ou de volonté? Pas forcément de solutions ou de pistes très concrètes, mais en tout cas, enfin, la réflexion qui me vient à l'esprit, c'est que moi, quand je faisais passer par exemple l'inventaire du système des activités auprès de ces collégiens, en fait, beaucoup, la plupart, me disaient qu'ils étaient étonnés du questionnement, et puis qu'ils en tiraient un bénéfice de ces questionnements, même si c'est du classement de cartes, et ça renvoie vraiment à l'approche orientante, parce que du coup c'est un exercice qui en soi est un exercice qui permet une prise de recul sur soi, de comprendre quelque chose sur soi qu'on n'avait pas spécialement compris au départ, rien qu'en faisant l'activité de classement, voilà. Parce que par exemple, les remarques que j'avais, c'était c'est amusant parce que on voit que on se rend compte, et puis on se rend compte que en fait ici entre guillemets on nous bassine sur notre projet professionnel, scolaire, etc. On nous embête en permanence avec ça, alors que on aurait envie qu'on nous questionne sur notre projet familial, qu'est-ce qu'on a envie de faire dans la vie plus tard, mais pas forcément que professionnel, etc. Et donc comment ça s'articule tout ça. Et donc ils étaient contents de ça. Et du coup, j'en reviens à l'hétérogénéité, on voit dans les résultats quand même que sur cette dimension-là, qui est socialement construite aussi, hein, sur les valorisations des différentes sphères, c'est aussi un construit social, il n'y a pas tant d'hétérogénéité que ça. Pour ces élèves-là, c'est la sphère familiale, la sphère professionnelle qui est toujours en haut, quoi, voilà. Et donc, du coup, je pense qu'il y a matière à discuter, quand je dis de la dimension systémique de l'engagement de soi, et cette dimension systémique, il y a matière à la discuter en groupe aussi, parce qu'il y a des aspects collectifs, communs, que l'on partage, qui sont liés aux valeurs sociales d'un milieu, quoi, on va dire. Et puis, il y a des spécificités. Il y a des spécificités dans son organisation. Et donc, pour moi, l'hétérogénéité, elle n'est jamais complète. C'est toujours quelque chose qui se fait sur certaines dimensions et pas sur d'autres. Et donc, voilà, peut-être qu'une manière de gérer ça, c'est de s'appuyer sur ce qu'il y a de commun pour aller vers ce qu'il y a de spécifique. Je ne sais pas si ça répond à la question.